Une réunion d'entreprise à très fort enjeu devient explosive lorsqu'un puissant PDG perd le contrôle et lance un dossier de documents à sa femme enceinte devant tout le conseil d'administration. Ce qu'il ne sait pas, c'est que chaque seconde de sa colère est enregistrée. L'homme qui s'apprête à franchir ses portes vitrées, le président lui-même, n'est pas seulement son supérieur, mais aussi le père de cette femme. Ce qui suit est une histoire de justice, de vérité et de karma qui se déploie sous la froide lumière du pouvoir et de la trahison. Croyez-moi, vous ne pourrez pas imaginer à quelle vitesse tout ce qu'il a construit commence à s'effondrer lorsque la vérité éclate. Dites-nous à quelle heure vous regardez et d'où vous nous suivez, et laissez un commentaire ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. La salle de réunion brillait sous la lumière du matin qui traversait les grandes baies vitrées. Le soleil se reflétait sur les bords chromés de la longue table de conférence et scintillait sur les stylos argentés, alignés avec une symétrie parfaite. Un léger bourdonnement provenant de la climatisation se mêlait au cliquetis discret des claviers et au froissement des papiers. Tout dans cette pièce respirait le contrôle, l'ordre et le pouvoir. Anna Cole était assise près de l'extrémité de la table. Sa posture était droite, ses mains reposaient doucement sur le rond de son ventre. Elle en était à son 8e mois de grossesse, mais elle insistait encore pour assister à toutes les réunions importantes. Sa robe bleue, pâle, adoucissait sa présence au milieu de la mer de costumes sombres. Ses yeux calmes suivaient les diapositives de la présentation, observant le rapport trimestriel qu'elle avait contribué à préparer. Au bout de la table se tenait son mari, Ethan Cole, PDG de Cole Industries. Sa voix remplissait la pièce, claire et autoritaire. « Ces chiffres, dit-il en changeant la diapositive avec la télécommande, sont inacceptables. » Sa mâchoire se contracta. Le service marketing a dépensé près de 8% de plus ce trimestre. Anna sentit tous les regards se tourner vers elle. Le marketing était son département. Sa gorge se serra, mais sa voix resta calme. Cette augmentation couvrait la nouvelle initiative sociale que tu as approuvée le mois dernier, Ethan. C'est ta signature qui figure sur la demande de budget. Un murmure parcourut la salle. L'expression d'Ethan se figea. Le muscle de sa joue tressaillit. Pendant un instant, l'air sembla se charger d'électricité. Puis, d'un geste brusque, il attrapa le dossier devant lui et le referma violemment. Le bruit claqua dans le silence comme un coup de feu. Anna sursauta. Ses mains se posèrent instinctivement sur son ventre. Les yeux d'Ethan brûlaient d'une colère qui n'avait rien à voir avec les chiffres. « Insinues-tu que ce désastre est de ma faute ?» Sa voix était basse mais dangereuse, du genre qui fait baisser les yeux. Un jeune cadre tout sauta. « Monsieur peut-être devrions-nous passer à... » Ethan l'interrompit d'un geste sec. « Non. » Qu'elle explique comment elle a réussi à gaspiller les ressources de l'entreprise et à me ridiculiser devant mon propre conseil. Anna avala sa salive. Ce n'est pas une humiliation de dire la vérité. La campagne a augmenté l'engagement de 32%. Cela valait la dépense. Il s'approcha, ses chaussures claquant sur le sol poli. « Tu as toujours une excuse, n'est-ce pas ?» Un silence tomba. Un stylo roula sur la table et tomba par terre avec un bruit creux. Le ventilateur du projecteur bourdonna plus fort, comme pour combler le vide. Anna baissa les yeux, refusant de croiser son regard. « Ethan, s'il te plaît, pas ici. » Ce mot, s'il te plaît, sembla briser quelque chose en lui. Il attrapa la pile de documents la plus proche, les rapports financiers qu'elle avait compilés, et les lança à travers la table. Les papiers s'envolèrent, voletant comme des oiseaux affolés avant de retomber tout autour d'elle. Plusieurs pages frappèrent son épaule et glissèrent au sol. Toute la salle retint son souffle. Anna resta immobile, fixant les feuilles éparpillées à ses pieds. Une page atterrit sur ses genoux, l'encre légèrement effacée, là où ses doigts tremblants la touchaient. Sa poitrine se soulevait alors qu'elle tentait de reprendre son souffle. Elle sentit le bébé bouger, un rappel aigu que la peur n'était plus seulement la sienne. Ethan resta figé un instant, respirant fort. « La prochaine fois, dit-il froidement, souviens-toi à qui tu parles. » Le silence qui suivit fut insupportable. Personne ne bougea. Personne n'osa parler.
Le seul bruit fut celui du papier qui glissait lentement sur le sol. Le visage d'Anna était pâle, sa lèvre inférieure tremblante. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle posa une main sur son côté, sentant une tension sous ses côtes. Le bébé remua encore, comme s'il ressentait la tempête. Une cadre, assise à l'autre bout de la table, tendit lentement la main. « Madame Cole, vous allez bien ?» Anna hocha la tête, respirant faiblement. « Je vais bien. » Sa voix n'était qu'un murmure. Ethan redressa sa cravate, feignant que rien ne s'était passé. « Continuons. » Il se tourna vers le projecteur d'un ton sec et professionnel. Diapositive suivante. Personne ne bougea. L'assistante près de l'ordinateur hésita, regardant les autres pour savoir quoi faire. La pièce était saturée d'une tension métallique. Quelqu'un toussa. Une autre personne ramassa une feuille tombée, juste pour occuper ses mains. Anna cligna des yeux rapidement. Elle voulait partir, sortir respirer l'air frais, mais ses jambes semblaient lourdes. Son pouls battait à ses tempes. Dans la paroi de verre, elle aperçut son reflet, son propre visage effrayé et minuscule face à la ville immense. Une petite lumière rouge clignotait dans un coin du plafond. La caméra de la salle, installée pour archiver les réunions, avait tout enregistré. Pendant un moment, personne ne remarqua rien. Mais un des cadres leva les yeux. Son regard se figea sur la caméra, puis se tourna vers Ethan. Ethan suivit ce regard. Sa mâchoire se contracta, mais il ne dit rien. Il comprit ce que cela signifiait. Il y aurait une trace. Anna suivit elle aussi le regard de l'homme et vit la lumière rouge. Ce petit scintillement semblait plus vif, battant comme un cœur. Son propre reflet la fixait, les yeux brillants, le visage calme mais indéchiffrable. Quelque part au fond d'elle, une pensée naquit. Être pour la première fois, elle comprit qu'elle n'était pas sans pouvoir. Le silence s'étira, lourd et vibrant. Dehors, le vent caressait doucement les vitres, et au-dessus d'eux, la lumière rouge continuait de clignoter. La salle de réunion resta figée bien après que les papiers eurent touché le sol. Les fragments du rapport étaient éparpillés sur la surface polie comme de la neige, témoin silencieux d'un événement que personne n'osait nommer. L'odeur du café et de l'encre persistait, âcre et métallique, se mêlant au léger bourdonnement de la climatisation. À travers la paroi vitrée, la ligne d'horizon scintillait sous un soleil indifférent. À l'intérieur, l'air était trop immobile, trop lourd. Anna Cole restait sans bouger, sa chaise légèrement tournée. Sa respiration était irrégulière, courte. Une main reposait sur son ventre, l'autre agrippait toujours la coudoir, comme si elle pouvait ainsi s'ancrer dans la réalité. La douleur sur son épaule, là où le dossier l'avait frappé, s'était dissipée. Ce qui l'avait remplacé était pire. Une humiliation glaciale et profonde qui se propageait dans sa poitrine comme une eau froide. Personne ne parla. Le silence devint insupportable, presque tangible. Le bruit d'un stylo tombant fit sursauter tout le monde. Le jeune assistant qui l'avait fait tomber murmura une excuse précipitée, le visage rouge, les mains tremblantes en le ramassant. Ethan Cole, debout au bout de la table, brisa le silence le premier. Son ton était plat, sec et étrangement calme. « Recentrons-nous, dit-il, comme si rien ne s'était passé. » Page 12 de la présentation. Personne ne bougea. Les regards passaient d'Anna à Ethan. On aurait dit que toute la pièce attendait la permission de respirer. Anna inspira lentement. « Je crois que cette réunion est terminée, dit-elle à voix basse. Sa voix était rauque mais maîtrisée. Ethan se tourna vers elle, l'incrédulité traversant son visage. « Pardon ? J'ai dit que la réunion est terminée. » Elle tenta de se lever, mais ses jambes fléchirent. Le mouvement brusque lui fit tourner la tête. Elle posa une main sur la table pour se stabiliser. Le vice-président principal, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux gris clairsemés, se leva à moitié. « Madame Cole, vous devriez être vous asseoir. Je vais appeler quelqu'un pour vous aider. » Anna secoua la tête. « Je vais bien. » Le mensonge était évident, mais elle le dit quand même. Sa gorge brûlait d'avoir retenu ses larmes. Ethan poussa un soupir irrité. Une lueur d'agacement passa dans ses yeux. « Assieds-toi, Anna. Tu exagères. » Sa main se crispa sur le bord de la table. « Tu m'as humilié, Ethan.
devant tout le monde. « Ça suffit !» lança-t-il sèchement. Sa voix claqua dans l'air comme un fouet. « Nous avons du travail. » Personne ne bougea. Le poids de ces mots flotta dans la pièce, mais l'autorité qu'il portait autrefois semblait vide à présent. La femme du service marketing, assise 2 chaises plus loin, tendit discrètement une bouteille d'eau à Anna. Le geste était presque invisible, mais Anna le remarqua. Elle murmura « Merci » sans lever les yeux. Ethan aperçut l'échange. Sa mâchoire se tendit à nouveau. « Vous voyez ce qui arrive quand on mélange les affaires personnelles avec le travail ? Le chaos » grommela-t-il, d'une voix basse mais assez forte pour être entendue. Anna se redressa lentement, une main toujours sur son ventre. « Le chaos ne vient pas de moi. » La phrase coupa la pièce comme une lame. Quelques personnes détournèrent le regard. L'un des responsables financiers toussa dans sa main, feignant de consulter son téléphone. Le visage d'Ethan s'assombrit. « Fais attention à ton ton. » Ses lèvres tremblaient, mais elle ne répondit pas. Elle attrapa plutôt son sac. La sangle se prit dans l'accoudoir et quelques feuilles glissèrent de ses genoux au sol. Elle se baissa lentement, ramassant les papiers d'une main tremblante. Une goutte d'eau tomba sur une page. C'était une larme, bien qu'elle ne s'en soit pas rendue compte. Lorsqu'elle se releva, la lumière rouge de la caméra attira son regard. Elle clignotait calmement dans un coin du plafond, enregistrant tout. Elle la fixa un long moment avant de croiser les yeux d'Ethan. « Je pense que le conseil regardera cet enregistrement plus tard, » dit-elle doucement. Ses narines se dilatèrent. « N'essaie pas de me menacer. Je ne menaçais personne. » Elle rangea la dernière feuille dans son sac et se tourna vers la porte. « Je ne fais qu'énoncer un fait. » Ses pas étaient incertains, mais chacun d'eux portait une détermination tranquille. Lorsqu'elle atteignit la porte, elle s'arrêta. Le verre reflétait toute la scène. Les dirigeants figés, la mer de papier éparpillée, l'homme encore debout au bout de la table, feignant de maîtriser la situation. Pour la première fois, elle vit l'absurdité de tout cela. « Anna !» appela Ethan, la voix légèrement adoucie. « Ne pars pas comme ça, tu te donnes en spectacle. » Elle tourna la tête à moitié, son profil baigné par la lumière du soleil. « Le spectacle a déjà eu lieu, » répondit-elle. Puis, elle ouvrit la porte. Le couloir à l'extérieur était froid, ce froid typique des bâtiments modernes, fait de marbre et de silence. Chaque pas résonnait. Derrière elle, la porte de la salle se referma avec un déclic, enfermant les murmures qui suivirent aussitôt. À l'intérieur, Ethan resta immobile un long moment. Les regards autour de lui n'étaient plus admiratifs ni craintifs, seulement gênés. L'un des membres du conseil se pencha vers un autre et murmura « Cette caméra, elle enregistre depuis le début. » La main d'Ethan se porta à son col. Pour la première fois, il parut incertain. « Supprimez-la » dit-il à voix basse. « Tout de suite. » Personne ne bougea. Au bout de la table, le vice-président secoua lentement la tête. « Cet enregistrement appartient à l'entreprise, monsieur. » Ethan le fixa, la voix montant à nouveau. « J'ai dit de la supprimer. » Mais l'homme plus âgé ne répondit pas. Il rassembla ses papiers, les rangea soigneusement dans un dossier et se leva. « Cette réunion est terminée, » dit-il calmement. Ethan resta seul debout, la lumière du projecteur encore allumée derrière lui, éclairant les chaises vides. Dehors, Anna s'adossa au mur, respirant lentement, une main sur son ventre. Elle ferma les yeux. Le bébé bougea, une pression douce, comme pour lui rappeler d'avancer. Elle murmura « Tout va bien, on s'en va maintenant ». Et dans ce couloir silencieux, pour la première fois de la matinée, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à la paix, fragile et mince, mais réelle. Le lendemain matin arriva dans un silence étrange. Une lumière grise et pâle se posa sur la tour de Cole Industries, filtrant à travers les nuages comme de la poussière sur du verre. La ville bougeait comme toujours, agitée et indifférente, mais à l'intérieur du bureau du dernier étage, tout semblait légèrement déséquilibré. La réunion du conseil de la veille avait laissé des fissures invisibles dans la façade calme de l'entreprise. Le personnel parlait à voix basse, et l'équipe de nettoyage évitait la salle de conférence comme si l'air lui-même conservait le souvenir des cris. Ethan Cole se tenait près de la fenêtre, observant les rues en contrebas. Son reflet dans le verre lui paraissait plus vieux qu'il ne s'en souvenait. Les lignes autour de ses yeux
s'était creusé, marqué par le manque de sommeil. Une tasse de café reposait intacte sur son bureau. Il avait passé la nuit à répéter sa version de l'histoire, celle qu'il raconterait à quiconque poserait des questions. Il devait reprendre le contrôle, et le contrôle commençait par les mots. Lorsque son assistant, un jeune homme nommé Dylan, entra dans la pièce, Ethan se tourna vers lui avec un sourire maîtrisé. « Bonjour », dit-il d'un ton égal. « Planifie la réunion de débriefing du conseil à 14 heures. Je veux aborder le malentendu d'hier avant qu'il ne se propage. » Dylan hocha la tête avec hésitation. « Oui, monsieur, il y a déjà des discussions à propos de la vidéo. » Le sourire d'Ethan s'effaça. « Quelle vidéo ?»« L'enregistrement de la réunion, monsieur. Certains ont remarqué la lumière de la caméra. Elle est automatiquement sauvegardée sur le serveur de l'entreprise. » Les yeux d'Ethan se plissèrent. « Alors assure-toi que le service informatique verrouille ce fichier. Je m'en occuperai personnellement. » Dylan acquiesça de nouveau et quitta rapidement la pièce. Ses pas s'éloignèrent dans le couloir. Ethan expira longuement, faisant les 100 pas autour de son bureau. Malentendu. C'était le mot qu'il se répétait sans cesse. Rien d'autre qu'un simple malentendu domestique sorti de son contexte. Voilà comment il présenterait les choses. Voilà comment il s'en sortirait. À midi, les rumeurs avaient déjà gagné les départements inférieurs. Les employés chuchotaient près des ascenseurs, assemblant des fragments de commérage, les cris, les papiers qui volaient, la chaise qui avait failli basculer. Personne n'avait vu la vidéo, mais l'imagination comblait les vides. Dans la salle de repos, un groupe de jeunes employés parlait à voix basse quand Ethan passa devant eux. Leurs conversations s'interrompirent aussitôt. Il leur adressa un bref signe de tête polie, feignant de ne pas remarquer leur regard. Derrière son calme apparent, la colère lui serrait la poitrine comme un étau. À 14 heures précises, la salle du conseil se remplit à nouveau. La même longue table, les mêmes surfaces métalliques, mais l'atmosphère avait changé. Ethan entra le premier, ses gestes mesurés et maîtrisés. Il posa un nouveau dossier sur la table, ajusta ses boutons de manchette et attendit que tous les sièges soient occupés. « Mettons les choses au clair », commença-t-il d'un ton professionnel, presque doux. « La réunion d'hier a été malheureuse. Ma femme et moi avons eu un désaccord qui s'est déroulé en public. C'est regrettable, mais les faits ont été exagérés. » Plusieurs membres du conseil échangèrent un regard. Le vice-président principal, M. Grand, se pencha légèrement en avant. Exagéré, M. Cole, il y avait plus d'une douzaine de témoins. Ethan esquissa un sourire léger, et sans doute une douzaine d'interprétations différentes. J'ai élevé la voix, j'ai être été trop dur, mais personne n'a été blessé. C'était un moment d'émotion. Ma femme est sous beaucoup de pression. La grossesse la rend sensible. Le mot resta suspendu dans l'air comme une fumée. Quelques membres froncèrent les sourcils, mais personne n'interrompit. Ethan poursuivit. « J'assume entièrement mon ton, mais je ne suis pas responsable des rumeurs qui ont suivi. J'aimerais que nous dépassions cette distraction et que nous revenions à l'essentiel, la réussite de l'entreprise. » Une femme du service communication parla doucement. « Il y a des inquiétudes concernant l'image publique, monsieur, surtout si l'enregistrement venait à être divulgué. » Le sourire d'Ethan se figea. « Il n'y aura pas de fuite. Le service informatique s'en charge, et j'attends une discrétion absolue de chacun dans cette salle. Nous sommes des professionnels, pas des colporteurs de rumeurs. » La pièce retomba dans le silence. La tension était lourde mais contenue. Ils percevaient leur malaise, mais ils sentaient aussi leur peur. La peur de le contredire. Cette peur, se dit-il, restait un signe de pouvoir. Après la réunion, il demeura seul un moment dans la salle, rangeant lentement ses papiers. Son regard se posa sur la chaise qu'Anna occupait la veille. Elle restait légèrement tirée vers l'arrière, comme si elle pouvait revenir à tout instant. Il la fixa longuement avant de détourner les yeux. Plus tard dans l'après-midi, il appela Anna. La ligne sonna plusieurs fois avant que sa voix ne réponde, calme mais distante. « Oui, c'est moi, » dit-il d'un ton mesuré. « Nous devons parler. »« De quoi ?»« D'hier, de ce que les gens peuvent dire. » Il hésita, puis adoucit sa voix. « Tu sais comment les choses peuvent être déformées. Je ne veux pas que cela nuise à ta réputation. »
Ma réputation? Répéta-t-elle doucement. Ethan, tu m'as lancé un dossier à la figure devant 12 personnes. Il ferma les yeux. C'était une erreur, j'étais frustré. Tu m'as provoqué devant le conseil. Je t'ai provoqué? Sa voix monta légèrement, puis se stabilisa. Tu m'as humilié. Il soupira. Anna, s'il te plaît, j'ai déjà parlé au conseil. Ils comprennent que c'était une réaction excessive. Si nous restons tous les deux silencieux, tout cela passera. Il n'est pas nécessaire d'envenimer la situation. Un silence s'installa. Un instant, il crut qu'elle allait céder, puis elle dit doucement « Tu es très doué pour réécrire les histoires, Ethan. Mais celle-ci, tu ne pourras pas la modifier. La ligne se coupe. » Il resta là, le téléphone dans la main, fixant l'écran noir. À travers la fenêtre de son bureau, la ville brillait comme du verre. Il revit son reflet, mais cette fois, il paraissait creux. Les contours de son contrôle commençaient à se fissurer. Et derrière le miroir de sa confiance, quelque chose qu'il refusait de nommer apparaissait, la peur. Il reposa le téléphone, redressa sa cravate et murmura pour lui-même « Tout est sous contrôle ». Mais au fond de lui, il savait que non. Le lendemain commença dans une tension que l'on pouvait ressentir dans chaque couloir de Coll Industries. Les employés se déplaçaient rapidement, leur voix basse, comme si le moindre son pouvait briser le fragile calme qui régnait. L'histoire de l'incident survenu en salle de réunion n'avait pas encore atteint la presse, mais les murs de l'entreprise étaient minces. Tout le monde savait que quelque chose s'était passé. Tout le monde attendait la prochaine fissure. Ethan Cole arriva plus tard que d'habitude. Sa voiture de luxe glissa dans le parking souterrain et lorsqu'il en descendit, son propre reflet dans le béton poli le surprit presque. Il paraissait impeccable, comme toujours, costume bleu marine, cravate argentée, cheveux parfaitement coiffés. Mais ses yeux trahissaient la fatigue, il n'avait presque pas dormi. La dispute de la veille avec Anna tournait en boucle dans sa tête. Sa voix à elle avait été calme, mais ce qui le hantait le plus, ce n'était pas ses mots. C'était cette tranquillité, cette absence de peur. Lorsqu'il entra dans le bâtiment, Dylan, son assistant, se précipita vers lui. « Monsieur, le président vient d'atterrir de Chicago », dit-il rapidement. Ethan fronça les sourcils. « Le président Hayes, pourquoi n'ai-je pas été prévenu plus tôt ?» Il a avancé son emploi du temps, expliqua Dylan d'une voix basse. « Il a demandé une réunion privée dans votre bureau à 10 heures. » Ethan regarda sa montre. Il était déjà 9h40. « Très bien, prépare le café, bien fort, et dit à l'équipe de mettre à jour les diapositives du rapport du 2e trimestre. » Dylan hésita. « Monsieur, le président a aussi demandé la présence de Madame Cole. » Ethan se figea. Ses doigts se crispèrent sur sa mallette. « Qu'as-tu dit ?» ?»« Il l'a appelée directement, monsieur. Elle a confirmé qu'elle viendrait. » Lee. Les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière lui dans un léger sifflement. Il ne dit rien pendant la montée. Son reflet dans les parois miroitantes le fixait sans ciller. Il réajusta sa cravate et força sa respiration à se calmer. « Elle n'oserait pas, pensa-t-il. Elle ne m'humilierait pas ainsi. » Mais au fond de lui, il n'en était plus sûr. À 10 heures précises, la porte du bureau s'ouvrit. Le président entra le premier, grand et imposant. Sa seule présence suffisait à inspirer le respect. Ses cheveux argentés encadraient un visage marqué par l'âge et l'autorité tranquille. Son costume gris clair était sobre, mais impeccable. Son regard parcourut lentement la pièce avant de se poser sur Ethan. « Monsieur Cole, dit-il d'un ton grave et posé. « Monsieur le Président, répondit Ethan avec assurance. C'est un honneur, monsieur. J'étais justement en train de préparer les rapports. Inutile, coupa Hayes. Il désigna la chaise en face du bureau. Asseyez-vous. Ethan obéit, bien que le ton de l'ordre ait blessé son orgueil. Le président parlait rarement avec une telle dureté. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau. Anna entra. Elle semblait différente. Sa posture était droite, son visage calme mais indéchiffrable. Elle portait un chemisier crème et une jupe grise, simple mais élégant. Ses cheveux étaient soigneusement attachés et sa main reposait doucement sur son ventre arrondi. Ethan se leva à moitié, surpris. « Anna, que fais-tu ici ?»
Elle a été invitée, dit Hayes d'un ton égal. Il indiqua la chaise près de lui. Assieds-toi, ma chère. Anna hocha la tête et prit place, évitant le regard d'Ethan. Le silence entre eux était plus tranchant que des mots. Hayes croisa les mains sur le bureau. J'ai reçu des rapports de plusieurs membres du Conseil concernant l'incident d'hier, commença-t-il. Il semblerait qu'un événement regrettable se soit produit pendant la réunion trimestrielle. Ethan força un léger rire. Je vous assure, ce n'était rien de grave, un malentendu. La situation a déjà été réglée. Hayes haussa un sourcil. Réglée? Oui. Ma femme et moi en avons parlé en privé. C'était un moment d'émotion et je regrette le ton que j'ai employé. J'ai déjà pris des mesures pour que cela ne se reproduise pas. Anna leva alors les yeux, son regard ferme. Il a raison sur un point. C'était émotionnel. La gorge d'Ethan se serra. Il tenta un sourire. Anna, s'il te plaît, ce n'est pas nécessaire de revenir. Mais elle continua, d'une voix calme et posée. Le président doit connaître la vérité. J'ai été insulté, humilié et frappé par des documents de l'entreprise devant tout le conseil. Et la réunion a été enregistrée. Yon, le regard de Hayes se durcit. Enregistré? La contenance d'Ethan vacilla. Ce n'est pas la peine d'en faire un drame, monsieur. L'enregistrement ne montre rien d'important. Les gens ont exagéré. Hayes s'adossa lentement, ses yeux fixés sur Ethan. J'ai vu l'enregistrement. Les mots tombèrent comme des pierres. L'estomac d'Ethan se contracta. Vous l'avez vu? Hayes hocha la tête. Le service informatique me l'a envoyé hier soir. J'ai regardé toute la scène. 2 fois, sa voix restait calme, mais son regard était d'acier. Dites-moi, monsieur Cole, est-ce cela pour vous, le leadership? Jeter des rapports à la figure de votre femme enceinte devant vos employés? Ethan ouvrit la bouche, puis la referma. Aucun mot ne sortit. Hayes se leva, sa chaise raclant doucement le sol. J'ai bâti cette entreprise sur la discipline, mais aussi sur le respect. Ce que j'ai vu dans cette vidéo ne reflète ni l'un ni l'autre. Anna observait en silence. Ses mains tremblaient légèrement sur ses genoux, mais son visage demeurait calme. Hayes se tourna vers elle. « Ma chère, tu n'aurais jamais dû subir cela. Pas dans ton état, pas à aucun moment. »« Merci, monsieur, » dit-elle doucement. « Monsieur, » répéta Hayes avec bienveillance. « Tu peux m'appeler père, comme toujours. » La tête d'Ethan se releva brusquement. « Qu'avez-vous dit ?» Hayes le fixa droit dans les yeux. « Je suis Richard Hayes, président de cette entreprise, et Anna est ma fille. » L'air sembla quitter la pièce. La mâchoire d'Ethan se relâcha. « Votre fille? Je pensais que vous le saviez, » répondit Hayes d'un ton presque compatissant. Elle a préféré garder cela privé. Elle voulait réussir par ses propres moyens. Anna croisa enfin le regard d'Ethan. « Tu ne t'es jamais intéressé à ma famille. Seul mon poste t'importait. » Pour la première fois, Ethan resta sans voix. Sa bouche s'ouvrit, se referma, mais aucun son n'en sortit. Hayes se tourna de nouveau vers lui, sa voix calme mais implacable. « Vous avez humilié non seulement votre épouse, mais aussi cette entreprise. Il y aura des conséquences. » Ethan avala difficilement, la gorge sèche. « S'il vous plaît, monsieur, nous pourrions peut-être en discuter en privé. »« Il n'y a rien de privé dans ce que vous avez fait, » répondit Hayes sèchement. « Vous avez rendu cela public en perdant votre sang-froid devant une douzaine de témoins. » Là-haut, Anna se leva lentement, posant une main sur son ventre. « Je pense que je devrais partir. » Hayes hocha la tête. « Rentre chez toi, ma chère, je m'occuperai du reste. » La voix d'Ethan n'était plus qu'un murmure. « Anna, attends !» Mais elle ne s'arrêta pas. Elle quitta le bureau, ses pas fermes et mesurés, laissant Ethan face à l'homme dont il venait de perdre le respect. La porte se referma doucement, mais son écho resta suspendu dans l'air. Le bruit de la porte qui se referma après le départ d'Anna laissa le bureau vide. Ethan resta immobile pendant plusieurs secondes, l'esprit vide. De l'autre côté de la pièce, le président Richard Hayes demeurait debout, le regard fixé sur lui comme une tempête silencieuse prête à éclater. Le silence s'abattit, plus lourd que n'importe quelle accusation. « Asseyez-vous, monsieur Cole, » dit enfin Hayes. Sa voix était basse, posée, maîtrisée.
Nous n'en avons pas terminé. Hein? Ethan obéit, bien que chaque instinct en lui criait de fuir. Ses genoux plièrent lentement, comme si la gravité avait doublé. Il se sentit dépouillé de toute autorité. L'homme en face de lui n'était plus seulement son supérieur, c'était un père protégeant sa fille. Hayes se pencha légèrement en avant, posant ses deux mains sur le bureau. « Comprenez-vous l'ampleur de ce que vous avez fait ?» Ethan déglutit difficilement. « Oui, monsieur, et je vous assure que je suis profondément désolé. J'ai perdu le contrôle un instant. Cela ne se reproduira plus. »« Perdu le contrôle ?» répéta Hayes, les sourcils légèrement levés. « Vous appelez l'humiliation publique de votre femme enceinte une simple perte de sang-froid ?» La mâchoire d'Ethan se contracta. « Monsieur, c'était un comportement inapproprié, je le reconnais, mais vous savez que j'ai tout donné à cette entreprise. Mon parcours parle pour moi. Would it do ?» Les yeux de Hayes se plissèrent. Et pourtant, l'homme que j'ai vu sur cette vidéo ne ressemblait en rien au dirigeant que j'ai nommé. J'y ai vu de l'arrogance, de la cruauté et de la peur. Ethan cligna des yeux, troublé. « De la peur ? » ?»« Oui, » répondit calmement Hayes. « Vous avez peur de perdre le pouvoir, peur d'être remis en question, peur qu'une personne plus intelligente ou plus capable prenne votre place. Cette peur fait de vous un homme dangereux, monsieur Cole. »« Man !» Les mots tombèrent comme de l'eau glacée. Ethan se redressa sur sa chaise, essayant de respirer calmement. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, j'ai bâti l'image de cette entreprise. La presse me fait confiance. Les investisseurs aussi. Si vous me retirez maintenant, vous mettrez en péril sa stabilité. » Hayes le fixa un instant. « Est-ce une menace ?»« Non, monsieur, » répondit rapidement Ethan. « Je parle en termes de stratégie. L'image compte. Le Conseil paniquerait s'il pensait que les décisions sont guidées par un conflit interne. Je peux arranger cela discrètement. » Un léger sourire apparut sur les lèvres du président, sans la moindre trace d'amusement. « Disparaître ? Vous croyez que tout cela peut s'effacer simplement parce que vous le décidez ? Je peux gérer les médias, présenter cela comme une dispute privée. Je prendrai un congé court, le temps que tout se calme, puis je reviendrai. L'entreprise s'en remettra. » Là-haut, le président secoua lentement la tête. « Vous pensez encore en termes d'apparence, vous vous souciez davantage de l'image que de la vérité. » Ethan se pencha en avant, la voix plus basse. « Avec tout le respect, la vérité ne fait pas vivre une entreprise, c'est la perception qui la maintient. Vous le savez mieux que quiconque. » L'expression de Hayes se durcit. « Attention, monsieur Cole. » Le silence retomba. Le léger bourdonnement de la ville en contrebas semblait envahir la pièce. Les paumes d'Ethan étaient moites, mais il ne pouvait le laisser paraître. « Je suis prêt à réparer cela, dit-il lentement. Quoi qu'Anna vous ait dit, je lui parlerai. Je lui présenterai mes excuses. Nous pourrons publier un communiqué commun si nécessaire. L'unité familiale donne toujours bonne impression. » Le regard de Hayes se fit glacial. « Elle ne vous doit plus aucune conversation. » Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. « C'est ma femme. »« Oh, c'est ma fille, » répondit Hayes d'un ton tranchant. « Et à partir de maintenant, ma priorité est sa sécurité. » Cette phrase fendit l'air comme du verre. Ethan se laissa retomber sur sa chaise, stupéfait. Une brûlure monta dans sa poitrine. « Donc voilà, vous voulez tout me retirer pour une seule erreur ?»« Une seule erreur ?» répéta Hayes doucement. « Vous ne mesurez toujours pas la gravité de vos actes. Vous n'avez pas seulement blessé ma fille, vous avez renié toutes les valeurs sur lesquelles repose cette entreprise. » Ethan se leva brusquement. « Avec tout le respect, monsieur, cette entreprise existe grâce à moi, mes stratégies, mes négociations, mes nuits blanches. Vous croyez que les investisseurs ont signé grâce à vos discours? Ils ont signé parce qu'ils me faisaient confiance. » Hayes se redressa lentement. Sa présence imposante contrastait avec la calme fermeté de sa voix. « Asseyez-vous, monsieur Cole. » Wow. Le cœur d'Ethan battait à tout rompre. « Je ne m'assiérai pas. Vous pouvez me sermonner autant que vous voulez, mais ne prétendez pas que votre empire tourne sans moi. Vous avez besoin de moi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, imprudents et désespérés. Hayes le regarda fixement. « J'avais besoin d'un leader. Ce que j'ai, c'est un fardeau. » Ethan Richardson soufflait.
Vous seriez prêt à détruire votre propre entreprise juste pour me punir? Je suis prêt à protéger ma famille, répondit simplement Hayes. La porte du bureau s'ouvrit doucement. Dylan entra, hésitant sur le seuil. « Monsieur, dit-il en s'adressant à Hayes, l'équipe juridique est arrivée. Elle vous attend dans la salle de conférence. » Hayes hocha la tête. « Dites-leur que j'arrive. » Dylan ressortit aussitôt. La gorge d'Ethan se serra. « Équipe juridique ?» Hayes le regarda droit dans les yeux. « Oui, il y aura un examen formel de votre conduite. À compter de maintenant, vos privilèges exécutifs sont suspendus jusqu'à la fin de l'enquête. » La voix d'Ethan se brisa. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je l'ai déjà fait. » Pendant un instant, la pièce sembla vaciller. Ethan s'agrippa au dossier de sa chaise, son cœur battant à ses tempes. « Vous allez le regretter, dit-il d'une voix basse. Vous croyez la protéger, mais vous détruisez tout ce que nous avons construit. » Hayes se dirigea vers la porte sans répondre. « Ce que j'ai construit survivra, ce que vous avez corrompu disparaîtra. » La colère d'Ethan éclata. « Vous faites une erreur, vieil homme. » Hayes se retourna lentement. Sa voix était calme, mais d'une dureté tranchante. « Et vous venez de faire la dernière. » Il quitta le bureau. La porte se referma derrière lui dans un bruit qui résonna comme un verdict. Ethan s'effondra sur sa chaise. Les lumières de la ville se reflétaient sur la vitre comme des étoiles brisées. Son reflet paraissait plus petit qu'avant. Il pressa ses mains contre son visage, mais le silence ne lui offrit aucun réconfort. Au fond de lui, il comprit la vérité. Il n'avait plus le contrôle. L'empire qu'il croyait sien commençait déjà à s'effondrer, lentement, décision après décision. Le soir venu, l'histoire qu'Ethan Cole avait tenté de contenir commença à lui échapper. Ce qui n'était d'abord qu'un murmure dans les couloirs de Cole Industries se transforma en rumeurs glissant dans les boîtes mail, les discussions privées et les appels confidentiels. Quelqu'un avait divulgué la vidéo de la salle de réunion. La petite lumière rouge qui clignotait discrètement au plafond 2 jours plus tôt devint sa perte. Au début, le clip apparut sur un forum interne réservé aux employés. Quelques minutes plus tard, quelqu'un le téléchargea anonymement sur une plateforme de médias sociaux. À minuit, il avait déjà été visionné près de 200 000 fois. À l'aube, il dépassait le million. Le titre au-dessus de la vidéo disait simplement « Le PDG de Cole Industries jette des documents sur sa femme enceinte pendant une réunion ». Les images étaient claires, la caméra avait tout capté, les papiers volant dans les airs, le sursaut d'Anna, le silence qui suivit. On voyait le visage d'Ethan au moment où la colère effaçait la raison. Il n'y avait ni montage, ni ambiguïté. C'était brut et indéniable. À 9 heures du matin, le téléphone d'Ethan se mit à vibrer sans relâche. Les appels des journalistes, les messages des collègues, les notifications des agences d'information se fondaient en une tempête continue. Chaque titre frappait plus fort que le précédent. Scandale de maltraitance au sommet de l'entreprise. Indignation publique contre le PDG de Cole Industries. La fille du président humiliée par son mari dans une vidéo virale. Il était assis à son bureau, les stores fermés, son reflet à peine visible dans la vitre sombre. Le vrombissement de son téléphone résonnait comme une nuée d'abeilles enfermées dans une boîte. Il finit par le saisir et le lança à travers la pièce. L'appareil tomba sur la moquette et se tut. Mais le silence rendit la panique encore plus forte. Dehors, le bâtiment grondait. Le hall d'entrée était envahi par les journalistes, les flashs d'appareils photo et les murmures des employés évitant les regards. Le standard croulait sous les appels. La sécurité dut expulser plusieurs reporters. Cole Industries, jadis symbole de réputation immaculée, ressemblait maintenant à une forteresse assiégée. Au dernier étage, le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence. Ethan n'y fut pas invité. Derrière sa porte close, il entendait des bribes de voix dans le couloir. Des mots comme « responsabilité »,« licenciement » et « réorganisation » flottaient dans l'air comme de la fumée. À 10 heures, Dylan frappa doucement à la porte. « Monsieur », dit-il d'une voix prudente, « le président Hayes vous demande dans la salle de conférence. » Ethan se tourna lentement. Ses yeux étaient rougis, sa cravate pendait lâchement autour du cou. « Maintenant ? » « Oui, monsieur. »
La presse est là aussi. La presse? Sa voix se brisa. Il a convoqué la presse? Dylan hésita. Il fait une déclaration. Je crois qu'il veut que vous soyez présent. Ethan se frotta le visage de ses mains, essayant de se reprendre. Très bien, dit-il enfin. Dites-leur que j'arrive. Lorsqu'il entra dans la salle de conférence, l'air était chargé d'une tension étouffante. Les caméras alignées contre le mur faisaient clignoter leurs voyants. Les journalistes murmuraient, leurs stylos prêts, les micros tendus. De l'autre côté se tenait le président Hayes, entouré du service juridique et de 2 membres du conseil. Anna n'était pas là. Hayes prit la parole avant qu'Ethan puisse dire un mot. Comme beaucoup d'entre vous l'ont vu, une vidéo troublante impliquant M. Ethan Cole a été rendue publique. Les actes montrés dans cet enregistrement ne reflètent en rien les valeurs ni les principes de cette entreprise. À compter de ce jour, M. Cole est suspendu de toutes ses fonctions en attendant la fin de l'enquête. Les appareils photo crépitèrent. Les journalistes crièrent des questions, cherchant à capter sa réaction. Ethan resta droit, la mâchoire crispée, les doigts serrant le bord de la table pour ne pas vaciller. « C'est une campagne de diffamation », lança-t-il soudain, sa voix résonnant dans la pièce. « Vous prenez un seul moment sorti de son contexte. C'était un désaccord privé, rien de plus. » Les reporters se penchèrent en avant, impatients. « Monsieur Cole, » lança l'un d'eux, « niez-vous que la vidéo vous montre en train de jeter des documents sur votre épouse ? » « Je dis que la situation a été exagérée, » répondit-il rapidement. « Ma femme et moi… » Il s'arrêta, conscient trop tard de l'effet de ses mots. « Nous avons toujours eu une relation passionnée. C'était une dispute. Les gens se disputent. » Là, un murmure de stupeur parcourut la salle. Les flashs reprirent. Le visage de Hayes se durcit, mais il le laissa parler, peut-être pour le laisser s'enfoncer davantage. Ethan se tourna vers le président. « Dites-leur, » insista-t-il. « Vous me connaissez, vous savez que j'ai bâti cette entreprise à partir de rien. » La voix de Hayes resta calme et ferme. « Vous n'avez rien bâti sans les gens autour de vous, et aujourd'hui, ces gens méritent des comptes. » Wadoul. La phrase tomba comme un coup de marteau. Une journaliste leva la main. « Monsieur Hayes, est-il vrai que Madame Cole est votre fille ?»« Oui, » répondit-il avec assurance. « Et c'est pourquoi cette entreprise ne tolérera jamais aucun acte de violence, public ou privé. Peu importe qui en est l'auteur. » La salle explosa en questions, mais Hayes leva la main. « Cela suffira. » Les agents de sécurité s'avancèrent pour escorter Ethan hors de la pièce. Il résista d'abord, trop fier pour céder. « Vous ne pouvez pas me faire ça, » murmura-t-il. « J'ai fait cette entreprise, c'est moi qui vous ai rendu riche. » Hayes croisa son regard pour la dernière fois. « Et je ferai en sorte qu'elle survive sans vous. » Les gardes l'emmenèrent par une porte latérale. Le couloir était bordé d'employés feignant de travailler, mais chaque tête se tourna à son passage. Sur leurs visages se mêlaient la pitié, la curiosité et une satisfaction silencieuse. Il atteignit l'ascenseur et appuya sur le bouton d'une main tremblante. Les portes miroitantes s'ouvrirent, reflétant son image. Costume froissé, regard vide, fierté qui lui échappait peu à peu. Il entra. Les portes se refermèrent lentement, comme la fin d'une phrase. Pendant la descente, il entendit encore au loin les voix des journalistes l'appelant. Son monde, autrefois gouverné par sa parole et son image, s'était retourné contre lui en quelques heures. Quand il arriva dans le hall, les flashs éclatèrent de tous côtés. Il tenta de cacher son visage, mais les caméras capturèrent tout. Les cris le suivirent jusque dans la rue. Ce soir-là, les gros titres furent impitoyables. Un PDG déchu après un scandale viral. Indignation publique et crise chez Cole Industries. La vidéo continuait de circuler, copiée, partagée, commentée sur toutes les plateformes. Pour la première fois, Ethan Cole comprit ce qu'était le vrai silence. Ce n'était pas l'absence de bruit. C'était le moment où plus personne n'écoute. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du bip régulier du moniteur fœtal. Ce son rythmé emplissait l'espace d'une étrange paix, comme un battement de cœur accordé à la cadence de la survie.
Les rideaux blancs bougeaient doucement sous l'effet de la climatisation, et la lumière du soleil qui les traversait dessinait des motifs doux sur le lit où Anna reposait. Ses yeux étaient ouverts, mais elle ne regardait rien en particulier. Elle écoutait. Le moniteur, sa propre respiration, le pouls régulier de son bébé. 3 jours s'étaient écoulés depuis la conférence de presse, 3 jours depuis que la vidéo avait bouleversé Internet et brisé toute illusion d'intimité. Anna n'avait pas quitté l'hôpital depuis ce matin-là. Son père avait insisté pour qu'elle reste sous observation. Le stress, la pression médiatique, la tension émotionnelle, tout cela était trop lourd pour une femme dans son état. Les médecins voulaient s'assurer que le bébé allait bien. Un léger coup fut frappé à la porte. Une infirmière entra, souriante et douce. « Bonjour, Madame Cole. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» Anna hésita avant de répondre. « Mieux, je crois. » Sa voix était calme, mais faible. L'infirmière consulta le moniteur et hocha la tête. « Le cœur de votre bébé bat fort. C'est bon signe. Le docteur passera bientôt pour un nouvel examen. » Yirkai. Anna baissa les yeux vers son ventre et murmura « Tu es plus fort que moi, n'est-ce pas ?» Ses doigts effleurèrent doucement la courbe de son ventre. Le bébé donna un léger coup, comme pour lui répondre. Lorsque l'infirmière sortit, la pièce retrouva son silence. Mais cette fois, ce n'était pas un vide. C'était une paix nouvelle. Une paix qu'Anna n'avait plus connue depuis longtemps. Son père entra quelques minutes plus tard. Il portait un costume bleu marine et une expression grave. Les derniers jours avaient laissé des traces visibles sur son visage. Il posa son téléphone sur la table et tira une chaise près du lit. « Comment tu tiens le coup ?» demanda-t-il doucement. « Je vais bien, papa. Vraiment. » Il l'observa un instant. « Tu n'as pas besoin de faire semblant. Tu viens de traverser quelque chose de terrible. Mais c'est fini maintenant. Tu es en sécurité. » Elle esquissa un sourire fatigué. « J'entends ce mot sans arrêt. En sécurité. Je ne suis pas sûr de savoir ce qu'il veut dire. » Hayes posa sa main sur la sienne. « Cela veut dire qu'il ne peut plus te faire de mal. Cela veut dire que la loi est de ton côté cette fois. » Anna détourna le regard. « La loi, » répéta-t-elle doucement. Le mot lui parut étrange, comme une promesse trop longtemps attendue. « Que va-t-il se passer maintenant ?»« J'ai rencontré nos avocats ce matin, » dit Hayes. « Ils déposent une plainte officielle au titre des violences domestiques. Les images suffisent comme preuve, mais nous demandons aussi une ordonnance restrictive. Tu n'auras plus jamais à le revoir. » Anna soupira lentement. « Et l'entreprise ?» Le conseil a voté à l'unanimité pour le destituer de son poste de PDG. C'est effectif immédiatement. Ses comptes sont gelés en attendant l'enquête. Les autorités ont ouvert une procédure. Elle hocha la tête. Pendant un instant, elle resta silencieuse, puis elle murmura « C'est étrange. Je pensais que je me sentirais soulagé, mais je me sens vide. »« C'est normal, » répondit doucement son père. « La guérison ne ressemble pas à une victoire. Au début, elle ressemble à de la fatigue. » La porte s'ouvrit à nouveau. Le docteur Patel entra, un sourire bienveillant aux lèvres et un dossier à la main. « Bonjour, Anna, » dit-elle. « Comment allons-nous aujourd'hui ?»« Ça va, » répondit Anna. « Juste un peu fatiguée. » La médecin s'approcha du moniteur et observa les données. « Tout est bon. Le cœur du bébé est régulier. C'est ce qui compte le plus. Je suis contente que vous soyez venu à temps. » Anna acquiesça. « Je ne pensais pas avoir le choix. » Le docteur marqua une pause, puis dit doucement « Vous avez toujours le choix, et cette fois, vous avez fait le bon. » Quand elle sortit, Anna s'allongea contre les oreillers, les mains croisées sur son ventre. Son père resta à ses côtés, consultant son téléphone jusqu'à ce qu'un léger vibrement attire son attention. Il fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Anna. « Une nouvelle déclaration de l'équipe juridique d'Ethan, » répondit Hayes. « Ils prétendent qu'il est traité injustement, que la vidéo a été montée pour le faire paraître coupable. » Anna ferma les yeux. Il essaye encore de contrôler le récit. « Qu'il essaye, » dit Hayes fermement. « Cette fois, la vérité est plus forte. Tu as la loi, les preuves et le public avec toi. » Un léger coup se fit entendre à la porte. Un policier en uniforme entra. Il ôta son chapeau par respect. « Madame Cole, Monsieur Hayes, dit-il, je suis l'agent Daniels. J'ai besoin de quelques minutes
pour finaliser les détails de votre ordonnance de protection. » Hayes se leva. « Bien sûr, allez-y. » L'agent prit place à la petite table près de la fenêtre, sortant quelques documents. « Voici une ordonnance restrictive temporaire, » expliqua-t-il. « Une fois signée, M. Cole n'aura plus le droit de s'approcher à moins de 60 mètres de vous, ni de tenter de vous contacter d'aucune manière. Il lui sera également interdit de s'approcher de votre domicile ou de votre lieu de travail. » Anna écoutait calmement, hochant la tête à mesure qu'il parlait. « Devrais-je le voir au tribunal ?» demanda-t-elle. « Pas si vous ne le souhaitez pas, » répondit Daniels. « Votre avocat peut vous représenter. Les preuves suffisent. » Son père lui tendit un stylo. Elle signa lentement, sa main tremblant légèrement. Quand ce fut terminé, elle posa le stylo et soupira. Daniel rassembla les papiers et dit doucement: « Vous avez pris la bonne décision, madame. Personne ne mérite ce que vous avez vécu. » Lorsqu'il quitta la pièce, le calme reprit sa place. Le moniteur émettait un bip régulier. Les rideaux se balançaient doucement. Anna regarda son père et esquissa un léger sourire. « Je crois que je commence à comprendre ce que veut dire être en sécurité. » Hayes lui rendit son sourire, le premier vrai sourire depuis des jours. « Bien, c'est tout ce que je voulais pour toi. » Elle tourna la tête vers la fenêtre. Le soleil était maintenant plus haut, inondant la ville de lumière dorée. Dehors, le monde parlait encore, regardait encore, spéculait encore. Mais ici, dans cette chambre tranquille, Anna sentit quelque chose de nouveau naître en elle, une paix fragile, mais bien réelle. Pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de croire que la vie pouvait recommencer. Le rythme régulier du moniteur jouait comme une berceuse, douce et certaine, écho du battement de l'espoir. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les stores de la chambre d'hôpital d'Anna, projetant de fines bandes sur la couverture qui recouvrait ses jambes. Le bip régulier du moniteur fœtal lui était désormais familier, une douce assurance que son bébé allait bien. Dehors, le monde continuait de tourner. À l'intérieur, le temps semblait suspendu. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait suffisamment calme pour penser clairement, pour se souvenir, pour rassembler les fragments qui l'avaient conduite jusqu'ici. Son téléphone reposait sur la table de chevet. Il était silencieux depuis des heures, mais elle savait que des messages l'attendaient. Son avocate lui avait écrit plus tôt pour savoir si elle se sentait prête à examiner certains documents. Anna avait hésité, puis avait fini par répondre « oui ». S'il y avait une chose qu'elle avait apprise, c'est que guérir signifiait aussi affronter ce qu'elle avait autrefois choisi d'ignorer. On frappa doucement à la porte. C'était son père, accompagné d'une femme vêtue d'un tailleur bleu marine. La femme avait une posture droite, une expression professionnelle, mais bienveillante. « Anna, » dit doucement Hayes, « voici Maître Rivera, c'est l'avocate principale du cabinet. Elle a examiné tout ce que nous avons rassemblé jusqu'à présent. » Man, Anna redressa son oreiller et se redressa un peu. « Merci d'être venu, » dit-elle d'une voix calme, mais incertaine. Maître Rivera ouvrit un dossier et étala plusieurs photos sur la table. « Celles-ci proviennent du premier incident documenté, » dit-elle avec douceur. « Nous les avons retrouvées sur votre ancien téléphone. C'est vous qui les aviez prises, mais vous n'aviez jamais porté plainte. » La respiration d'Anna se coupa. Les photos montraient des ecchymoses légères sur son poignet, une marque rouge près de sa clavicule. Elle se souvenait de ce jour-là, de cette dispute silencieuse qui avait tourné à la brutalité, du moment où Ethan s'était excusé avant même que la marque ne disparaisse. Elle s'était persuadée que c'était le stress, pas de la cruauté. Elle regarda la photo suivante. C'était un gros plan d'un message texte. Les mots d'Ethan s'affichaient clairement. « Ne me teste plus. Tu sais que je déteste être humilié. » Maître Rivera poursuivit. « Il y a aussi des transferts bancaires, petits mais réguliers, vers un compte personnel au nom de son assistante. Nous pensons qu'il utilisait ces fonds pour surveiller vos dépenses. » Anna fronça les sourcils. « Surveiller ? Chaque achat que vous faisiez avec la carte de l'entreprise était copié dans un journal privé. Il suivait vos déplacements, vos achats et les personnes que vous rencontriez. » Bolugen, son père serra la mâchoire. « C'est de la traque. » Maître Rivera hocha la tête. « Oui, juridiquement c'en est.
Nous avons déjà transmis ces preuves au bureau du procureur. Combinées à la vidéo, elles décrivent clairement un schéma d'abus émotionnels et financiers répétés. Anna se laissa aller contre l'oreiller, absorbant chaque mot. C'était étrange d'entendre sa vie racontée dans un langage juridique, comme un dossier plutôt qu'une existence vécue. Pendant des années, elle avait normalisé le contrôle. Les corrections subtiles, les punitions silencieuses, les moments où il souriait en public tout en serrant trop fort sa main. « Et maintenant » demanda-t-elle doucement. « Les procureurs décideront s'ils engagent des poursuites pénales » répondit Rivera. « Votre témoignage aura beaucoup de poids, mais même sans cela, les preuves sont solides. Il ne pourra plus prétendre qu'il s'agissait d'un incident isolé. »« Oh » Hayes posa une main sur l'épaule de sa fille. « Tu n'as pas besoin de revivre chaque détail, sauf si tu t'en sens prête. »« J'en ai besoin, » dit-elle en fixant la table, « pour moi et pour mon enfant. » Elle prit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies de courriels, des captures d'écran d'anciens messages et des notes d'anciens employés. Certains décrivaient les accès de colère d'Ethan. D'autres évoquaient des comportements d'intimidation pendant les réunions. Ensemble, ils formaient un schéma trop précis pour être ignoré. Maître Rivera désigna une section surlignée en jaune. « Celle-ci vient d'une ancienne assistante », expliqua-t-elle. « Elle raconte vous avoir vu quitter une réunion en larmes et qu'Ethan lui avait ordonné de ne plus vous adresser la parole. Nous l'avons contactée hier et elle est prête à témoigner. » La gorge d'Anna se serra. « Elle l'a vue, elle aussi. »« Oui, » dit Rivera, « et elle n'est pas la seule. »« L'eau ?» Un long silence s'installa. Anna sentit la colère monter en elle, non pas brûlante mais profonde, comme un courant longtemps contenu qui remontait enfin à la surface. Ce n'était plus seulement à propos de la salle de réunion ou de la vidéo virale. C'était pour chaque instant où elle avait douté de sa propre mémoire, de sa valeur, de sa réalité. La voix de son père rompit le silence. Il pensait pouvoir tout cacher. Il croyait que personne ne te croirait. Anna leva les yeux. Sa voix était ferme maintenant. Il avait tort. Rivera referma soigneusement le dossier. Nous allons avancer étape par étape. Il y a encore un point important. Le service financier a découvert que certains fonds destinés aux œuvres caritatives de l'entreprise ont été détournés vers des comptes privés. Quand nous présenterons cette preuve, il ne s'agira plus seulement de violences domestiques, mais aussi de fraude financière. Hayes acquiesça d'un air grave. Cela détruira définitivement sa crédibilité. Anna inspira profondément. « Tant mieux, » dit-elle doucement. « Il a bâti son image sur des mensonges. Il est temps que les gens voient qui il est vraiment. » Rivera esquissa un léger sourire. « Je vous laisse ces documents pour les relire. Je reviendrai demain pour votre signature. » Lorsqu'elle sortit, la chambre retrouva son calme, mais l'air semblait plus lourd. Hayes resta assis près du lit, sa main toujours posée sur celle de sa fille. « Tu n'as plus à porter tout cela seul, » dit-il tendrement. « Je le sais, » murmura-t-elle, « mais j'ai besoin de comprendre avant de pouvoir tourner la page. » Dehors, le ciel s'était teinté d'or. La lumière de fin d'après-midi baignait la chambre d'une chaleur douce. Anna reprit le paquet de photos. Elle les regarda une à une, puis referma le dossier. Son reflet dans la fenêtre paraissait calme, presque déterminé. Elle murmura pour elle-même « Ce n'était pas qu'une fois, c'était un schéma, et maintenant, c'est une preuve. » Le moniteur à côté d'elle gardait son rythme régulier, chaque bip rappelant que la vie continuait, même après la douleur. Au fond d'elle, quelque chose changeait. Elle n'était plus la femme qui craignait les éclats de voix ou cachait ses bleus sous des manches longues. Elle était quelqu'un qui connaissait la vérité. Et cette fois, elle comptait bien s'assurer que le monde la connaisse aussi. Un mois s'était écoulé depuis que la vidéo était apparue en ligne. Le tumulte qui avait autrefois entouré le nom d'Anna s'était apaisé, remplacé par un soutien discret venu de personnes qu'elle n'aurait jamais imaginées. Des inconnus lui envoyaient des lettres et des messages. Des femmes qu'elle n'avait jamais rencontrées partageaient leurs propres histoires, la remerciant de leur avoir donné du courage. Les médias, qui autrefois cherchaient le scandale, parlaient maintenant de sa résilience. La tempête n'avait pas seulement révélé la cruauté des temps, elle avait aussi mis en lumière la force d'Anna. 2 semaines plus tôt, elle avait quitté l'hôpital.
Elle vivait désormais dans une petite maison paisible au bord de la mer que son père avait trouvée pour l'éloigner du bruit de la ville. La maison sentait la lavande et l'air salin. Les matins étaient calmes, rythmés seulement par le bruit des vagues qui se brisaient contre le rivage. Parfois, en se réveillant, elle trouvait étrange de ne plus entendre le grondement de la circulation, ni sentir cette tension constante dans sa poitrine. Elle réapprenait à respirer. Sa guérison n'était pas simple. La douleur physique avait disparu, mais le travail émotionnel restait. Chaque matin, elle écrivait dans un journal que son thérapeute lui avait donné. Ce n'était pas un carnet rempli de pensées parfaites, ni de phrases bien ordonnées, seulement des fragments, des réflexions et de la gratitude. Sur la première page, elle avait écrit une seule phrase « Je ne suis plus ce qu'il m'a fait croire que j'étais ». Ses journées étaient bien remplies. Les matinées étaient consacrées aux visites médicales et aux courtes promenades sur la plage. L'après-midi, elle suivait sa thérapie et s'occupait des démarches liées à l'affaire. Le soir, elle lisait à son bébé à naître, lui murmurant des mots de paix, de sécurité et d'un amour qui ne fait pas mal. Son père venait la voir tous les quelques jours, apportant de la nourriture et des nouvelles de la ville. Il était patient, toujours prêt à la laisser guider la conversation. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur la véranda à regarder les vagues, il dit doucement « Tu sais, le conseil d'administration a demandé de tes nouvelles. » Anna leva les yeux. « De moi ?»« Oui, » répondit Hayes. « Il voudrait que tu reviennes. Être pas comme avant, mais à ton propre poste. Les actionnaires reconstruisent l'image de la société et pensent que ton leadership redonnerait confiance. » Elle esquissa un léger sourire. « C'est ironique, non? J'étais celle qu'il préférait ne pas voir. Il voit les choses autrement maintenant, dit-il. Les gens font confiance à ce que tu représentes, pas au pouvoir ni à l'image, à l'intégrité. » Yulau. Anna resta silencieuse un moment, traçant un cercle du bout du doigt sur la coudoir. « Je ne suis pas sûre d'être prête, mais être un jour. » Ce soir-là, elle ouvrit son ordinateur portable pour la première fois depuis des semaines. Sa boîte mail débordait. Certains messages venaient de journalistes, d'autres d'associations de femmes et un d'une fondation contre les violences domestiques, lui demandant si elle accepterait de prendre la parole lors d'une collecte de fonds. Elle lut le message 2 fois, le cœur battant doucement. Le lendemain matin, elle les appela. 2 semaines plus tard, elle se tenait dans les coulisses d'un grand centre communautaire à Manhattan. L'événement était bondé, mais l'atmosphère était bienveillante, sans jugement. Derrière elle, une bannière portait ces mots « Voix de la force ». Anna portait une robe bleue marine simple, confortable malgré sa grossesse. Ses paumes étaient légèrement moites tandis qu'elle tenait ses notes, mais sa voix resta ferme lorsque l'animatrice appela son nom. Elle monta sur scène sous des applaudissements polis. Les lumières étaient vives et pendant une seconde, elle se sentit petite. Puis elle se rappela la salle de réunion où elle s'était autrefois sentie impuissante, et cette image la raffermit. Elle y commença l'intimement. Il y a quelques mois, j'étais quelqu'un qui croyait que le silence était plus sûr que la vérité. Je me disais que protéger son image, c'était protéger ma vie. Mais le silence ne protège pas. Il ne protège que ceux qui vous font du mal. Sa voix gagna en force à mesure qu'elle parlait. Elle raconta au public les signes qu'elle avait ignorés, la peur qui s'était glissée si doucement qu'elle ne l'avait pas remarqué avant qu'elle ne contrôle tout. Elle parla de la nuit où les papiers avaient volé à travers la table et de la lumière rouge de la caméra qui avait capté la vérité qu'elle n'avait jamais osé admettre. Lorsqu'elle termina, la salle resta silencieuse un instant. Puis les applaudissements commencèrent, timides d'abord, puis plus forts, emplissant la pièce comme une marée montante. Après l'événement, des personnes vinrent la remercier. Certaines la serrèrent dans leurs bras, d'autres pleuraient, d'autres encore lui murmuraient qu'elle se sentait enfin comprise. Anna écouta chacune d'elles. Ce n'était plus de la pitié qu'elle ressentait, mais un lien. Plus tard, dans la soirée, elle rentra chez elle et trouva un petit colis sur son perron. À l'intérieur se trouvait un mobile en bois sculpté, en forme de vague, accompagné d'un mot de son thérapeute, pour la chambre du bébé. Un symbole que la paix peut être douce, mais qu'elle reste forte.
Elle le suspendit près de la fenêtre, au-dessus du berceau. Le mobile tourna lentement dans la brise, projetant des ombres dansantes sur le mur. Le son de la mer entrait doucement par la fenêtre ouverte. Ce soir-là, assise près du berceau, Anna comprit qu'elle ne vivait plus en réaction à la douleur. Elle vivait avec un but. La douleur était toujours là, mais elle ne la définissait plus. Elle prit son journal et écrivit « Aujourd'hui, j'ai parlé, et ils ont écouté ». Son père l'appela plus tard pour lui dire que le procès d'Ethan était fixé au mois suivant. Les preuves étaient accablantes, fraude financière, violence, obstruction. Le dossier était solide. Elle ne célébra pas. Elle se contenta de dire « La justice prend du temps, mais elle finit toujours par arriver ». Quand elle raccrocha, elle posa une main sur son ventre. Le bébé donna un léger coup. Elle sourit. « Un jour, murmura-t-elle, je te raconterai tout, mais pas ce soir. Ce soir, on se repose. » La pièce baignait dans une lumière pâle. Le mobile au-dessus du berceau tournait doucement, projetant des ombres mouvantes comme des vagues sur une plage tranquille. Le bruit de la mer se mêlait au rythme léger de son cœur. Elle se sentit en paix, non parce que le monde était parfait, mais parce qu'elle se relevait. La femme qui autrefois tremblait sous la colère d'un homme construisait maintenant une nouvelle vie, un souffle à la fois. Pour la première fois depuis longtemps, Anna ne se sentit plus en train de survivre. Elle se sentit vivante. La lumière du matin se répandait doucement dans la petite maison côtière, emplissant chaque pièce de chaleur. La brise de l'océan glissait par les fenêtres ouvertes, portant avec elle une odeur de sel et de jasmin. Le monde à l'extérieur était calme, paisible, sans hâte. À l'intérieur, Anna Cole se tenait devant le miroir, brossant ses cheveux qu'elle noua en un chignon bas. Son reflet paraissait serein, maître d'elle-même, méconnaissable comparée à la femme qu'elle avait été autrefois, celle qui mesurait chaque respiration à l'aune de la colère d'un autre. 3 mois s'étaient écoulés depuis le verdict final du tribunal. Ethan Cole avait été condamné à la prison pour fraude financière et violence domestique. Le procès avait attiré l'attention nationale. Les images, les preuves, les témoignages, tout avait brossé un tableau clair. La justice, longtemps retardée, avait enfin triomphé. Lorsque le verdict fut prononcé, Anna n'avait pas pleuré. Elle n'avait pas crié de joie. Elle avait simplement fermé les yeux et pris la respiration la plus profonde de sa vie. C'était fini. Le bruit, la peur, l'ombre constante qui la suivait, tout cela s'était dissipé. Désormais, sa vie avançait à un autre rythme. Elle avait donné naissance à un petit garçon en bonne santé 2 semaines plus tôt. Il s'appelait Noah. Il dormait paisiblement dans le berceau près de la fenêtre, sa minuscule poitrine se soulevant et s'abaissant dans un mouvement doux et régulier. Chaque fois qu'elle le regardait, elle ressentait quelque chose d'indescriptible, un amour si pur qu'il en devenait presque effrayant. Il avait ses yeux, mais la force tranquille de son grand-père. Son père venait souvent lui rendre visite, apportant des fleurs du marché ou des provisions. Ce matin-là, il frappa doucement avant d'entrer. « Bonjour, dit-il avec un sourire. Comment va mon petit-fils ?»« Il dort comme un petit miracle, » répondit Anna d'une voix légère. Elle désigna le berceau. « Il est parfait, papa. » Hayes s'approcha, regardant le bébé avec une admiration qui ne semblait jamais s'éteindre. « Il te ressemble quand tu étais bébé, dit-il. Paisible, mais déjà en train de réfléchir. » Anna rit doucement. « Espérons qu'il dorme mieux que moi à l'époque. » « Ma tableau. » Ils restèrent d'un moment silencieux, observant le nouveau-né. Puis Hayes se tourna vers sa fille. « La fondation que tu as créée, dit-il, elle attire beaucoup d'attention. Tu aides déjà plus de gens que tu ne le crois. » Anna esquissa un léger sourire. La fondation Cole pour les femmes et familles en crise avait commencé comme une idée simple, une façon de transformer la douleur en but. Mais en quelques semaines, les dons avaient afflué. Des survivantes écrivaient pour la remercier, des bénévoles s'étaient joints à l'équipe et le premier centre d'accueil devait ouvrir à l'automne. « Cela fait du bien de construire quelque chose sur la vérité, » dit-elle, « quelque chose de réel. » Hayes hocha la tête. « C'est ainsi que fonctionne la rédemption. Elle n'efface pas le passé, elle le transforme. »
Plus tard dans l'après-midi, après le départ de son père, et alors que Noah dormait à nouveau, Anna sortit sur la véranda. L'océan s'étendait à perte de vue, les vagues roulant en arcs argentés. La lumière du soleil scintillait à la surface, éblouissante et infinie. Elle enroula un châle léger autour de ses épaules et inspira profondément. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait plus prisonnière de l'ombre de quelqu'un, elle se sentait ancrée dans sa propre vie. Chaque cicatrice, chaque nuit sans sommeil, chaque larme, tout l'avait menée jusqu'ici. Son téléphone vibra doucement sur la table à côté d'elle. C'était un message de maître Rivera, son avocate. Les procédures légales sont terminées. L'ordonnance restrictive est permanente. Votre nom est désormais totalement rétabli sur tous les documents de l'entreprise. Anna regarda le message un long moment, puis répondit simplement « Merci pour tout ». Elle posa le téléphone, face contre table, et laissa le bruit des vagues remplir le silence. Le vent souleva légèrement ses cheveux, les faisant glisser sur son visage. Au loin, un goéland cria, sa voix claire traversant le ciel bleu immense. Elle pensa à toutes les femmes qui vivaient encore ce qu'elle avait connu, cachant leur bleu sous des manches longues, souriant à travers la peur, se persuadant que survivre, c'était aimer. Pour elle, elle murmura dans le vent. « Cela s'améliore, vous n'êtes pas seul. » À l'intérieur, Noah bougea légèrement. Elle rentra doucement, ses gestes pleins de tendresse. Elle le prit dans ses bras, le serrant contre elle. Sa chaleur était la chose la plus pure qu'elle ait jamais ressentie. « Tu es en sécurité maintenant, » murmura-t-elle. « Et moi aussi. » Elle s'approcha de la fenêtre et contempla à nouveau la mer. Le monde lui semblait vaste et plein de promesses. Pour la première fois, son avenir ne lui paraissait pas incertain, mais ouvert. Sur la commode, une photo encadrée montrait Anna et son père, prise des années plus tôt, avant que tout ne s'effondre. À côté, une autre photo plus récente, Anna tenant Noah devant l'hôpital, le sourire fatigué mais lumineux. Entre les deux, une lettre qu'elle s'était écrite la veille. Il y était écrit simplement « La tempête est passée, tu as survécu. Maintenant visse ». Le soleil commençait à se coucher, inondant la pièce de teintes dorées et rosées. Elle reposa Noah dans son berceau et le regarda sombrer dans le sommeil. Sa petite main se contracta légèrement, comme s'il cherchait à attraper la lumière. Anna éteignit la lampe et resta un moment devant la fenêtre. La mer était calme, sa surface reflétant les dernières lueurs du crépuscule. Derrière elle, le mobile, suspendu au-dessus du berceau, tournait lentement, projetant des reflets dansants sur le mur. Elle murmura à voix basse « Parfois, la vérité ne punit pas seulement, elle libère. » Sa voix resta suspendue dans l'air immobile, douce et assurée. Puis elle sourit, le genre de sourire qui vient après la tempête, quand on comprend enfin que le monde a continué à tourner et que soi aussi, on a tenu bon. La scène s'acheva dans le calme, une mère, son enfant, et le souffle tranquille d'un nouveau départ.